Je suis content de me retrouver là dans un amphi. J'ai l'habitude, j'ai enseigné pendant 30 ans à l'université de Grenoble. J'ai démarré comme enseignant et en fait, dès le premier trimestre d'enseignement de prof, je n'ai pas accepté que mes élèves ne comprennent pas ce que je voulais qu'ils comprennent. La syntaxe est bonne, hein? Et donc tout de suite, on s'est arrêté avec des collègues et puis on a commencé à se poser des questions, comment on pourrait faire autrement. Ils sont là, ils sont en bon état apparemment, ils ont un cerveau qui fonctionne, en plus c'était dans un lycée technique, des sections de techniciens. Et donc on avait décidé de faire bon gré mal gré autrement. Vous voyez mon âge, ça fait bien une bonne quarantaine d'années, peut-être même un peu plus, j'ai démarré très tôt. Et en fait on a commencé à travailler sur ce qui est devenu aujourd'hui mon expertise, ça s'appelle l'évaluation pédagogique des apprentissages. On y reviendra tout à l'heure, ça n'a absolument rien à voir avec les notes. Noter n'a jamais été évalué. Ça a toujours été mesuré et contrôlé. Ce qui n'a pas la même fonction ni les mêmes finalités. Et donc en travaillant comme ça, au bout d'un moment, je suis retourné à l'université, j'ai été un peu proviseur, j'ai été 12 ans conseiller au ministère de l'Éducation, je suis co-responsable de la rédaction de la loi de 89, et j'en suis fier, je vous en parlerai. L'obligation des projets d'établissement, c'est moi. L'obligation des évaluations nationales, c'est moi. Et l'obligation des UFM, c'est mon équipe et moi. J'étais conseiller scientifique du ministre, et donc on écrivait les matrices des lois. J'ai écrit la matrice de la loi de 2013, avec Vincent Pillon, avec lequel je travaille depuis une bonne vingtaine d'années. On a écrit ensemble à plusieurs mains un livre qui s'appelle « Refonder l'école pour qu'elle soit celle de tous ». Et en fait, Payan a écrit un livre tout seul qui s'appelle « Refondons l'école ». On y reviendra parce qu'il s'agit bien de refonder, pas de réformer. Quand on réforme, on change les murs, on change les fenêtres. Quand on refonde, on change les fondations. Réformer, on fait ça tous les ans. D'ailleurs, les enseignants le savent, ils attendent que ça passe, ils attendent que le ministre passe, et ça n'a jamais bougé d'un iota le système tout entier. Donc, ça n'a aucun sens, la réforme. C'est pas la forme qu'il faut changer, c'est le fond. On y reviendra tout à l'heure, et dans les PEDT, les projets dans lesquels vous êtes, l'accompagnement scolaire, pour moi, vous préfigurez l'école de demain. On y reviendra. Quand un système éducatif ne remplit pas les missions qui lui sont assignées, c'est-à-dire faire réussir tout le monde, je ne vois pas de raison majeure pour qu'il ne disparaisse pas. Ce qui se passe dans beaucoup de pays. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Si l'éducation nationale fait plus de dégâts que de réussite, ce qui est son cas, il faut changer l'éducation nationale. Mais il faut garder l'éducation. Et je connais 10 pays dans le monde, aussi riches que nous, où l'éducation dite nationale a disparu. Sauf que quand elle disparaît, vous savez ce qui se passe, c'est l'éducation commerciale. C'est les boîtes à bac, c'est les académias, si vous connaissez un petit peu ça. En tout cas, pendant très longtemps, moi je me suis intéressé à cette problématique-là, qui va être un peu notre fil rouge. Je ne suis pas vraiment un spécialiste des rythmes, on va y revenir. Je suis un spécialiste des apprentissages et de leur évaluation. Sauf qu'on ne peut pas parler apprentissage et évaluation si on ne parle pas des rythmes d'apprentissage. Ça serait bien qu'on arrête de parler des rythmes scolaires. Ça n'existe pas, les rythmes scolaires. Il existe les rythmes dans les entreprises. Il existe des rythmes dans la vie. Il existe des rythmes dans la chronobiologie. Il existe des rythmes circadiens dans la journée. Mais des rythmes scolaires, ça n'existe pas. Dans les pays où je vais, moi je travaille dans une centaine de pays à l'UNESCO, il n'y en a pas un qui fait la même chose. Vraiment pas un. Je vous rappelle quand même que pendant 20 ans, les Allemands avaient 2 fois moins d'heures de cours et étaient 2 fois meilleurs sur les résultats internationaux. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a amené la réforme. En tout cas, moi je m'occupe de tout ce qui, dans le champ du changement, accompagne le changement et permet aux acteurs l'appropriation par ces acteurs-là. En clair, ce ne sont pas les adultes ni les enseignants qui m'intéressent, même si je reste éducation nationale. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les enfants, et surtout les enfants qui ne réussiraient pas sans l'école. Ce qui fait 73% d'une population moyenne. C'est pas parce que vous avez le bac que vous avez réussi. Vous avez réussi le bac, vous n'avez pas forcément compris. Je ne fais pas ça que dans l'éducation, puisque c'est
logique-là, aujourd'hui, qui s'est construite au niveau international. Moi, je travaille à l'UNESCO, je travaille à la Banque mondiale, je travaille aussi comme expert pour l'Europe dans les pays du Maghreb. J'aurai l'occasion de vous en parler. En fait, on le fait partout où il y a du changement. Donc, je le fais pour les universités. Récemment, j'ai piloté un groupe au ministère de l'Enseignement supérieur où on est en train de mettre en compétence les licences pro et les masters. J'allais dire, le clou, c'est quand même que les profs de fac payent des entreprises privées pour faire ça. Parce qu'ils ne savent pas faire. Mais mes amis d'éducation nationale ne savent pas construire et évaluer des compétences. Et c'est pour ça que quand vous travaillez avec eux dans les projets éducatifs, provisoirement, il y a un certain nombre, on va dire ça de manière un peu métaphorique, il y a des malentendus. Donc on le fait là, on le fait aussi, par exemple, je travaille pour le ministère du Travail sur les publics en très grande difficulté. Comment réinsérer des gens normalement ininsérables, des gens qui ne travaillent pas depuis 10 ans, des alcooliques, des prostituées, des SDF. Comment faire pour les resocialiser avec la question qui est toujours la même, comment regarder leurs acquis de compétences. En fait, vous allez le voir, mais vous le savez déjà, la question de l'évaluation est centrale. C'est l'évaluation qui permet de prendre des décisions. Si vous n'avez pas de décision à prendre, il n'y a pas besoin d'évaluation, il y a besoin que de contrôle. Je termine. Actuellement, les chantiers sur lesquels je suis sont des chantiers dans des pays un peu en difficulté, puisque maintenant que je suis à la retraite, moi, des ministères, je choisis les pays où je vais. Moi, je ne choisis que les pays qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, je travaille en Algérie, je travaille au Liban, je travaille en Égypte quand on peut y aller, je travaille au Mali quand on peut y aller, je travaille en Ukraine quand on peut y aller, je travaille en Centrafrique. C'est partout là où il faut reconstruire, pas forcément de l'éducation nationale, où il faut reconstruire des dispositifs d'accompagnement, de développement des personnes. Il y a actuellement 5 pays dans le monde où le ministère de l'Éducation n'existe plus, où le ministère de l'Enseignement supérieur n'existe plus, où le ministère de la formation professionnelle n'existe plus. Ils ont mis à la place le ministère de la formation tout au long de la vie. Et en fait, c'est l'avenir, c'est ça. Apprendre, c'est être vivant. Et être vivant, c'est apprendre. Donc l'apprentissage n'a jamais été réservé à l'école. On verra quand même qu'il y a une forme particulière d'apprentissage qu'il faut surtout bien garder parce qu'elle est importante, il faut la préserver. Mais on apprend tout le temps. Aujourd'hui, vous savez bien, une journée à l'école primaire, c'est 860 heures. Une année à l'école primaire, c'est 860 heures. En fait, ce n'est pas 860 heures. Si vous enlevez les récréations, si vous enlevez les déperditions, sur le plan scientifique, c'est 760 heures. En France. Une année de vie, c'est 8660 heures. Autrement dit, l'école primaire ne représente même pas 10% du temps de vie d'un enfant. Il apprend où? 60% de ce qu'utilise un enfant en primaire, 70% en collège, sont des compétences construites en dehors de l'école, que l'école ne prend jamais en compte. Et c'était là notre mission des projets territoriaux, c'était arrêter de faire comme si les enfants étaient vierges quand ils rentrent dans l'école, et prenez-les en compte dans leur globalité. Ils apprennent plus en dehors de l'école qu'à l'école. Et en tout cas, ils en utilisent plus. Voilà un petit peu le fil rouge sur lequel on s'est positionné. Pendant longtemps, je m'étais spécialisé dans l'évaluation des systèmes, c'est-à-dire on comparait le Pérou avec la Bulgarie, avec les États-Unis, avec la France. On faisait des beaux classements, vous en connaissez une partie. Je ne parle pas de PISA, je reviendrai tout à l'heure. Et en fait, ces beaux classements, on s'est aperçu au bout d'un moment que ça n'a jamais sauvé un élève du désastre pédagogique. Donc on a basculé de l'autre côté, on a basculé du côté de l'apprenant. Eh bien, le sens profond de la refondation, je vous rappelle que ça s'appelle refondation, pas seulement en réforme. On réforme les rythmes là, mais c'est l'école qu'on veut refonder. C'est de changer, scientifiquement, c'est ce qu'on appelle changer de paradigme. Au lieu de regarder l'école dans son fonctionnement, dans la distribution des heures, dans l'organisation des programmes, on va basculer du côté de celle ou celui qui justement traverse l'école comme acteur central, et il va falloir donc repositionner tout le système. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir tout à l'heure. Vous êtes dans ce champ-là quand vous êtes dans les projets territoriaux.
Je vous rappelle d'ailleurs que cette année, c'est l'année internationale de l'éducation partagée et de l'éducation inclusive. Partagée, on va en parler, puisque vous êtes dedans, vous êtes des partenaires. Il faudrait d'abord surtout la partager avec les parents, à condition de leur donner un petit coup de main quand il y en a besoin. Mais inclusive, ça veut dire que toute école devrait être bâtie et conçue pour que tout le monde puisse y rentrer. Je ne parle pas seulement des élèves handicapés. C'est déjà scandaleux qu'on fasse l'effort de les intégrer, comme on dit. Intégrer, c'est à la limite de la stigmatisation. Hein. Je veux bien construire une petite rampe pour qu'ils arrivent à rentrer. Quoi. Moi, une fois qu'ils sont dedans, il ne faut quand même pas trop qu'ils dérangent. C'est ça l'intégration. Inclure, ça veut dire que dès le départ, l'ensemble des espaces, l'ensemble des constructions et des organisations est prévu pour accueillir tous les jeunes, quel que soit leur état, et toutes les autres générations. Dans tous les pays scandinaves, d'abord dans les pays scandinaves, la classe n'existe quasiment pas. La classe, c'est pas la bonne unité de regroupement des élèves. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Décider des 30 gamins qui vont passer une année ensemble, sous une forme administrative, parce qu'on a fait ça par ordre alphabétique, vous appelez ça de la pédagogie? C'est à peine mieux que le service militaire, qui d'ailleurs est mort. Donc, on fait pas. Au même moment, sur le même projet pédagogique, vous avez des enfants de primaire, des enfants de collège, des enfants de terminale, vous avez quelques étudiants, et puis vous avez des adultes qui traversent de temps en temps l'agora où se fait le travail, et vous avez les vieux de la maison d'à côté, parce qu'en plus, l'école, le collège et le lycée est construit au milieu du village des vieux. Et c'est fait exprès. Ça s'appelle la pédagogie intergénérationnelle. Quand le gamin de 6 ans est obligé d'expliquer au grand-père comment il a fait, quand le grand-père est obligé de questionner l'élève de terminale, les gens sont obligés de reconstruire leur propre savoir, et reconstruire son savoir, c'est le niveau le plus élevé dans la maîtrise du savoir. Ça s'appelle la métacognition. Vous connaissez peut-être le terme? La pratique réflexive. Ça s'appelle le savoir, la connaissance de la connaissance. Ce qui est le niveau d'émancipation. En fait, quand je maîtrise quelque chose, la situation qui me permettrait de l'expliquer à l'autre, c'est de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, justement. Donc je suis obligé de retrouver mes mots, je suis obligé de retrouver mes structures, de retrouver mes images, et par conséquent, on sait que ça, c'est un processus de transfert. Savoir quelque chose, en gros, ça vaut rien. Parce que savoir n'est pas connaître.